Bon mercredi soir tout le monde, vous m'entendez bien? Excellent. Merci d'être ici à l'UQAM ou encore via les médias sociaux pour ce débat. D'emblée, pour que tout se déroule bien et qu'on ait le moins de distractions possible, je vous inviterai à vous assurer que votre téléphone portable est bel et bien fermé en mode avion ou encore sur vibration. Et avant d'inviter les candidates et les candidats à monter sur scène, je vais me présenter. Pierre-Olivier Zappa, je suis animateur à LCN, chef d'antenne pour le réseau TVA. Et c'est avec grand plaisir aujourd'hui que j'ai accepté d'animer ce premier débat de la campagne, il faut le dire. Et c'est un débat qui est organisé par l'UQAM en collaboration avec TVA Nouvelles. C'est aussi un débat qui va réunir pour la première fois 5 candidats des partis qui vont tenter au cours de cette élection de gagner votre confiance. Alors, avant de vous expliquer le déroulement de cette soirée, je vais inviter les candidats à monter sur scène et l'ordre dans lequel on a installé ces sièges et les candidats a été déterminé par un tirage au sort auquel ont participé des représentants de l'UQAM, des partis politiques et de TVA Nouvelles. Alors, sans plus tarder, je vais inviter Alejandra Zaga Mendes, qui est candidate dans Verdun pour Québec solidaire. Sabrina Akil, qui est candidate dans Mont-Royal-Outremont pour le Parti conservateur du Québec. Mathieu Lacombe, candidat dans Papineau pour la Coalition Avenir Québec. Stéphane Fauguin, candidat dans Hochelaga-Maisonneuve pour le Parti québécois. Et le dernier, non le moindre, Monsef Déragi, candidat pour le Parti libéral dans Néligan. D'emblée, je veux vous remercier, vous 5, d'être là, d'avoir accepté de débattre pour cette première rencontre de la campagne. Je sais que les horaires sont très chargés, mais c'est très apprécié. Puis ça va permettre à nous tous de vous entendre sur des dossiers qui préoccupent les électeurs, des dossiers liés à la justice sociale, à l'économie, à l'environnement et à la santé. Je veux saluer également la présence d'autres candidates des partis politiques qui sont dans la salle aujourd'hui. Salutations également aux membres de la direction de l'UQAM et de la Fondation, dont le vice-recteur à la recherche, à la création et à la diffusion, Christian Agbobli, qui est aussi mon ancien professeur, parce que je suis un diplômé de l'UQAM. Il représente la directrice Magda Fusaro, qui malheureusement ne peut pas être là ce soir. Et salutations également aux membres de la communauté universitaire de l'UQAM, des professeurs qui vont venir enrichir le débat de ce soir et qui sont avec nous. Alors, je pense que j'ai ce qu'on appelle un puff dans mon micro. Je vais légèrement le baisser. Et avant d'entrer dans le vif du sujet, Magda Fusaro, la rectrice de l'UQAM, avait un bref message à nous envoyer, et ça par vidéo. Alors, je vous invite à regarder ce message. Bonsoir, chers et chers députés, chères et chères participantes, chers publics. Je vous souhaite la plus chaleureuse des bienvenues à ce débat organisé par l'Université du Québec à Montréal. Je tiens d'emblée à remercier notre partenaire, TVA, l'organisation qui a été la leur et la nôtre, et en particulier à remercier Pierre-Olivier Zappa, qui en sera l'animateur de cette soirée, mais qui est aussi grand diplômé de notre université. Bonsoir, Monsieur Zappa. J'en profite également pour remercier chaleureusement Bibliothèque et Archives nationales du Québec ainsi que la Grande Bibliothèque de nous accueillir dans ces locaux magnifiques. Nous sommes choyés. Organiser ce débat ce soir est véritablement un privilège à la lumière des enjeux de société que nous connaissons. Mais c'est aussi, en ce qui me concerne, un véritable devoir. En effet, le rôle des universités, et celui de l'UQAM en particulier, est bel et bien d'aborder ces enjeux de société. À titre de citoyennes, citoyens, nous aurons à écouter des débats que je souhaite passionnants, enrichissants. Nos professeurs également viendront commenter cette actualité passionnante. Je tiens également à souligner l'importance que nous avons de pouvoir établir des débats dans un cadre démocratique. Bien souvent, nous sous-estimons la portée de cet exercice. Or, le faire dans la plus grande pluralité et dans le plus grand respect des opinions de chacune et chacun d'entre vous, toutes et tous, il me semble que c'est là un formidable exercice qui nous démontre que notre démocratie est bien portante.
Monsieur Zappa vous le dira, ce soir, 3 thématiques seront abordées. L'économie, la santé et l'environnement. Ce sont bien sûr des préoccupations majeures et nous avons, comme citoyennes et citoyens, bien hâte de vous écouter. L'argumentaire également que nos professeurs développeront contribuera à éclairer ce débat. Avant de conclure, j'adresse mes sincères remerciements à toutes les personnes qui ont contribué à l'organisation. Une telle activité ne serait pas une réussite sans le concours et le soutien de chacune et chacun d'entre vous, qui à votre manière faites de l'UQAM ce qu'elle est, une université qui est bien sûr au centre de tout. Place aux échanges, assez parlé en ce qui me concerne, je nous souhaite un excellent débat. Bonne soirée à vous toutes et à vous tous. Merci à Mme Fusaro. Alors, sans plus tarder, je vais vous expliquer le déroulement de cette soirée, chers candidats. Alors, 3 thèmes, l'économie, l'environnement, la santé, autour desquels on aura deux phases. On aura des duos et des trios. Alors, il y a 2 questions à débattre par thème. Il y aura un duo, donc 2 candidats qui vont débattre, et ensuite un trio de 6 minutes. Et tout ça a été déterminé par tirage au sort. Un premier droit de parole pour chacune des questions a été établi par ce même tirage. Ma responsabilité sera de m'assurer de l'équité du temps de parole entre les candidats et évidemment que je compte sur le respect de tout le monde pour que ça se déroule dans un climat de bonne entente. Et sans plus tarder, on va passer au premier thème de ce débat, qui est celui de l'économie. Et pour introduire ce thème, j'invite Philippe Goulet-Coulombe, qui est professeur ici au département des sciences économiques et responsable de l'Axe Observatoire macroéconomique de la chaire en macroéconomie et prévision, dis-je, de l'ESG-UQAM. C'est tout un titre sur une carte d'affaires. Il va présenter ce premier thème, celui de l'économie. Oui. All right. Bon, premièrement, merci aux organisateurs, organisatrices d'avoir fait le choix audacieux d'inviter un économiste pour entamer les festivités. Ça va comme suit. À la sortie pandémique, le Québec traverse une période économique trouble. Voici donc en 3 volets la liste d'épicerie des grands mots économiques MAUX de 2022. Ces enjeux sont étroitement observés par les experts et les experts de l'UQAM. L'inflation a galopé, galope et semble toujours vouloir continuer de le faire. Plusieurs de ces causes sont hors du contrôle du pouvoir public québécois. On pense notamment à la guerre en Ukraine et aux politiques monétaires des différentes banques centrales. La question est évidemment, que faire? Clairement, si on distribue de l'argent uniformément à tout le monde, ça va à l'encontre de l'action de la Banque du Canada qui cherche à calmer la croissance économique en augmentant les taux d'intérêt. Néanmoins, il semble avoir un consensus que quelque chose doit être fait pour aider les gens les plus touchés et que des mesures ciblées sont désirables. Un autre côté de la même médaille, c'est la pénurie de la main-d'œuvre. Clairement, c'est une source d'inflation à venir et c'est un frein au développement économique du Québec. Avec un taux de chômage à un creux historique, le nombre de postes vacants à un sommet tout autant historique, en termes du plancher des vaches, on dit qu'on cherche du monde partout et on n'en trouve nulle part. Il n'est pas rare d'avoir des fermetures partielles ou complètes dues au manque de personnel. On peut simplement le demander aux shops en région. L'immigration ne sera pas une panacée. Toutes les économies avancées font face aux mêmes problèmes et recrutent, ou tentent du moins de recruter dans le même bassin. Finalement, on parle de l'accès au logement, un problème de plus en plus criant au Québec. Partout au Québec, on pense aux étudiants en région, mais on pense aussi, évidemment, au Grand Montréal. Ceci est partiellement inévitable dû à la popularité grandissante de la métropole parmi les grandes villes d'Amérique du Nord. Malgré tout, les Montréalais et les Montréalaises ont l'impression de perdre leur ville et d'être évacués de ces quartiers centraux. Depuis, l'accès à la propriété, déjà difficile avant la pandémie, s'est dramatiquement restreint suite à la flambée immobilière des 2 dernières années. Donc, ma question est simple. Quelles actions doivent être posées afin que, dans 20 ans, il reste des Montréalais à Montréal? Vous m'excuserez le ton un peu apocalyptique, c'est de l'économie. Il n'y a évidemment pas que des problèmes, mais il m'apparaît, et certainement à vous aussi, que la to-do list économique de 2022 est particulièrement longue. Merci. Merci beaucoup, M. Goulet-Coulombe. Alors, notre premier duo ce soir, Stéphane Fauguin du Parti québécois, Monsef Déragi du Parti libéral. La question est simple. Qu'est-ce que vous allez faire pour aider les Québécois les plus vulnérables qui peinent à traverser
ces périodes de forte inflation, une inflation qu'on n'a pas vue depuis plusieurs décennies et qui heurte le pouvoir d'achat et qui plonge des Québécois dans des situations extrêmement difficiles. Alors, on va commencer par M. Fauguin. Oui, merci tout le monde et merci d'être venu en si grand nombre. Ça va me faire plaisir de briser la glace avec vous sur cette question vraiment importante de l'inflation. Donc, pour nous, au Parti québécois, ce qui est le plus important, c'est vraiment d'aider tous les Québécois et les Québécoises qui ont le plus besoin en ce moment. Donc, mais de le faire de manière responsable. Et ça, de manière responsable, ça veut dire ne pas consentir à des baisses d'impôts ou de taxes, mais vraiment d'y aller avec des aides ciblées vers ceux qui en ont réellement besoin. Donc, nous, au Parti québécois, ce qu'on va proposer, c'est une allocation pouvoir d'achat qui va être ciblée envers les gens qui en ont le plus besoin. Donc, 1 200 $ pour les gens qui gagnent 50 000 $ ou moins, 750 $ pour ceux qui gagnent entre 50 000 et 80 000, et aussi doubler le crédit solidarité. Donc, vraiment, les gens qui en ont le plus besoin, c'est vers eux que notre aide va se porter. Et cet argent-là... Oui, mais M. Deradji, vous êtes d'accord avec de telles mesures? Bien, écoutez, d'accord sur que l'inflation maintenant affecte les foyers québécois, oui, mais je ne suis pas d'accord sur la solution proposée par le Parti québécois. Je pense que c'est très clair que le Québec, c'est parmi les sociétés les plus taxées en Amérique du Nord. C'est un fait. Il faut agir. Donc, pour nous, au Parti libéral, on ne peut pas pousser une famille à choisir entre payer son loyer ou choisir son épicerie. Donc, la première mesure structurée et bien ficelée, d'ailleurs, nous avons déposé notre cadre financier, c'est agir en baissant les impôts des Québécois. C'est comme ça qu'on va leur donner du jus pour pouvoir faire ce qu'ils veulent. Ils n'ont pas à leur dire quoi faire avec leur argent. Et bien entendu, nous avons déposé le pacte portefeuille. Donc, ce plan portefeuille, il vise directement à aider les familles québécoises. Ça veut dire quoi? Pour les personnes aînées, c'est une allocation de 2 000 $ parce qu'ils sont très touchés par les effets de l'inflation. Les jeunes familles québécoises, donc on parle du gel des tarifs d'Hydro-Québec et vous avez suivi le débat sur la tarification d'Hydro-Québec où le gouvernement caquiste disait il y a 2 ans qu'il n'y aura pas d'effet d'inflation sur la tarification d'Hydro-Québec. M. Fauguin? Oui, mais ici, il y a vraiment un parti là, qui ne propose aucune baisse de taxes ou d'impôts, puis c'est le Parti québécois. Et c'est une très mauvaise idée en temps d'inflation pour 2 raisons. Tout d'abord, l'inflation met surtout une pression envers les gens les moins aisés, alors que les baisses de taxes et d'impôts vont particulièrement aider les gens plus aisés. Et deuxièmement, en ce moment, les baisses de taxes et d'impôts, à la veille d'une possible récession, c'est un aller simple vers l'austérité. Et ça, l'austérité, on a déjà joué dans ce film-là, je pense qu'il n'y a personne ici qui veut revenir là-dessus. Donc, c'est vraiment important, là, tous les gens qui travaillent dans les services publics, ne donnez pas votre vote à un parti qui peut revenir à un temps qu'on a déjà connu et qui va rajouter un sous-financement chronique à nos services publics. Au Parti québécois, pour nous, c'est vraiment important, au contraire, réinvestir dans les services publics et donc d'aider les gens qui en ont réellement besoin. Nous, la manière qu'on va le faire, c'est prendre les trop perçus de l'État en raison de l'inflation. Donc, on est capable de calculer combien d'argent l'État a reçu de plus en raison de l'inflation et de le verser directement aux gens qui en ont le plus besoin. Pour nous, c'est ponctuel, raisonné et ciblé. Monsieur Deradji, M. Fauguin marque un point sur le fait que la perspective d'une récession risque de plonger nos finances publiques dans un moins bon état qu'actuellement. Est-ce justement, en baissant les impôts, vous ne craignez pas que l'État se prive de précieux deniers qui seraient utiles en temps de ralentissement économique? Les coffres de l'État sont déjà pleins. Les coffres de l'État sont déjà pleins. C'est un fait. On le voit, on le constate. Regardez ce que le ministre Girard a dit récemment. Ce qu'il a prévu, ce n'est plus le cas. Donc, il y a de l'argent dans les coffres de l'État. Et c'est quoi le rôle de l'État? C'est venir aider au moment où la population a besoin. Et présentement, quand je vois des gens se poser la question, est-ce que je dois acheter tel aliment versus un autre, ou bien je dois payer mon loyer? Je pense que c'est ça le rôle de l'État, agir au bon moment, d'une manière responsable. Et d'ailleurs, je l'ai mentionné, notre cadre financier est déjà disponible, donc tout est là. M. Fauguin, rapidement. Et le cadre financier prévoit des déficits les prochaines années, d'où l'importance de ne pas baisser les taxes et impôts. Maintenant, pour notre trio, Mathieu Lacombe, Sabrina Etakil et Alejandra Zaga-Mendez, je vais vous céder la parole. Et Mathieu Lacombe, vous avez été tiré pour être le premier. Bien, je pense qu'il y a une évidence, c'est qu'il faut aider les Québécois. Comme mes collègues, j'imagine, je fais du porte-à-porte actuellement et moi, ça me frappe parce que dans les 4 dernières années, ce n'était pas le sujet de préoccupation majeure des Québécois, mais je dirais que dans les derniers mois, ça l'est devenu. On a parlé, par exemple, du prix des maisons, du prix de l'épicerie, du prix de l'essence. Donc, il faut agir. Notre proposition, c'est d'être ciblé 4 mesures dans un bouclier anti-inflation
baisser les impôts, 2,5 sur 10 ans, dont 1 dans notre mandat. Ensuite, une aide ponctuelle tout de suite à l'automne, tout dépendant si vous gagnez moins de 50 000 ou moins de 100 000 400, 600 qui seront versés. Ensuite, plafond pour les hausses de tarifs. Pas de gel, parce que le gel, on se rappelle, avec la crise étudiante, ce que ça a donné. On ne veut pas aller là, mais un maximum de 3 par année. Et une mesure qui vous concerne peut-être un peu moins, mais qui concerne vos grands-parents, qui, eux, là, voient leur pouvoir d'achat dégringoler à vitesse grand V. Mais on veut pouvoir leur remettre jusqu'à 2 000 par année, parce qu'évidemment, quand on a une pension qui est légèrement indexée, puis qu'on doit aller faire l'épicerie quand on est retraité, c'est pas facile. Donc, on veut leur donner un coup de main. Ils en ont besoin. Sabrina Ntakil du Parti conservateur. Mesdames, Messieurs, je suis contente qu'on parle de baisse d'impôts du côté du Parti libéral. Sachez que le Parti conservateur a été le premier à proposer des baisses d'impôts significatives à ordre de 2 pour les 2 premiers paliers fiscaux. Notamment, ce qu'on a proposé dès le départ, parce que nous ne sommes pas compétitifs en Amérique du Nord, c'était de suspendre la taxe sur l'essence pour permettre aux Québécois de souffler financièrement parlant. Aucun des autres partis n'accepte de le faire. La CAQ a refusé de le faire également. Et nous pensons que c'est l'une des mesures les plus faciles à implanter, les plus rapidement possibles. Ça va permettre aux Québécois, justement, de ne pas se sentir forcés d'acheter de la nourriture versus d'aller travailler avec leur véhicule. Ça va les entraver. Également, je dois répéter qu'un conservateur est prudent, prévoyant et pragmatique. Nous, nos mesures aussi, on veut enlever toutes les taxes inutiles. Par exemple, sur les produits de revente, sur les produits où on a déjà payé une taxe. Vous achetez une voiture usagée, vous ne paierez pas de taxe sur la voiture usagée parce qu'elle a déjà été payée. Mes adversaires semblent aussi parler des coffres de l'État qui seraient moins remplis s'il y a une baisse substantielle d'impôts, comme le Parti québécois le mentionne, et d'autres partis également. Sachez que c'est à l'État de se serrer la ceinture et non aux citoyens. Il y a 2 colonnes lorsqu'on fait de la comptabilité. Il y a les dépenses et il y a les revenus. Et là-dessus, permettez-moi de céder la parole à Alejandra Zaga-Mendez. Oui, en fait, ce qu'on entend quand on parle de baisse d'impôts, il faut faire attention, parce que si on se souvient pendant la pandémie, l'état de nos services publics, est-ce qu'on m'entend? Oui, on vous entend bien. L'état de nos services publics sont déjà, on a déjà vécu des coupures, on a déjà vécu l'austérité. Quand on baisse les impôts de façon permanente, ce qu'on est en train de faire, c'est de priver des revenus qui vont être précieux pour financer notre système de santé, pour financer notre système d'éducation, je dirais même la lutte contre la crise climatique. Et parce qu'il faut comprendre que l'inflation, c'est quelque chose qui est cyclique, là. Donc, quand l'inflation va arrêter de revenir dans des niveaux convenables, là, la baisse d'impôts ne répond plus parce qu'on s'est privé des revenus et les coûts, par exemple, du loyer, les coûts des soins dentaires, les coûts de nos tarifs des transports en commun, eux, vont continuer assez haut. Fait que nous, on veut répondre avec 2 types de mesures. Oui, à court terme, on va enlever la TVQ pour être capable que le lendemain matin, les gens puissent se procurer un peu moins cher des biens essentiels qu'on les a déjà nommés, mais aussi s'attaquer à des coûts structuraux comme les logements, comme les soins dentaires et également en réduisant le prix du transport en commun. La question que je vais vous poser, on l'a vu aujourd'hui, la Banque du Canada qui hausse son taux directeur et c'est pas terminé. L'inflation persiste, donc la Banque centrale elle essaie de ralentir l'économie, essaie de dire aux consommateurs mettez la pédale sur le frein, mais de l'autre côté, plusieurs partis proposent de remettre de l'argent dans la poche des consommateurs pour que ces derniers consomment. Donc, comment concilier la position d'une banque centrale qui essaie de ralentir l'économie et celle d'un gouvernement qui fait un peu le contraire en redonnant de l'argent dans la poche des gens qui ne sont pas nécessairement les plus vulnérables? Mathieu Lacombe. Je pense qu'effectivement, il faut regarder ça de façon globale et se dire comment on fait pour aider ceux qui en ont vraiment besoin. Prenons l'exemple des personnes âgées. Je veux bien qu'on se dise qu'il ne faut pas injecter trop d'argent dans l'économie parce que ça pourrait contribuer au problème, mais aller dire ça à une dame qui vient de prendre sa retraite, dont la pension est à peu près pas indexée ou qui l'est à peine et qui fait face au prix galopant de l'essence, par exemple, qui fait face au prix du panier d'épicerie qui explose, allez lui dire à cette personne-là qu'on n'augmentera pas son revenu. Moi, je pense que ce serait une erreur. C'est pour ça que dans notre cas, par exemple, on peut aller jusqu'à 2 000 $. Il faut que ces mesures-là soient ciblées. C'est pour ça qu'on le fait aussi avec un paiement ponctuel, un chèque, tout dépendant si on gagne moins de 50 000 ou moins de 100 000. Je pense qu'il y a des catégories de gens qui en ont peut-être moins besoin. Ils en ont besoin quand même. On posera un geste pour eux, mais qui sera
beaucoup plus marginales que ceux qui en ont véritablement besoin. Là-dessus, Mme Oui, en fait, c'est parce que les mesures comme le retrait de la TVQ pour les biens essentiels, c'est pas d'encourager la consommation. Ce qu'on est en train de faire, c'est de permettre aux gens qui, en ce moment, ne sont pas capables de consommer les minimums. Les familles les plus vulnérables, les familles de la classe moyenne en ont besoin, puis c'est des biens essentiels qu'on a besoin à tous les jours. Quand nous, on fait du porte-à-porte, les gens nous le disent, à quel point ils ne sont pas capables d'arriver à la fin du mois. Et nous, on l'a dit très clairement, c'est des mesures qui sont temporaires jusqu'à temps que l'inflation revienne à un niveau normal. Puis je veux juste parler de la question du logement rapidement parce que c'est la dépense la plus importante en ce moment. Et c'est là qu'on doit s'attaquer pour que ce soit un vrai bouclier contre toute hausse des tarifs de façon durable. Madame Intakil, là-dessus? Moi, je pense qu'on a touché le fond. Si on doit dire à des citoyens d'arrêter de consommer pour pas que l'inflation monte, c'est qu'on n'a rien compris. Moi, je pense que la vision du Parti conservateur, c'est déjà de faire un état des lieux. L'état des lieux est le suivant. C'est qu'on a, pendant la pandémie, donné de l'argent sans contrepartie de productivité. Donc, on se souvient tous de la PCU, etc. Et c'est ce qui a créé aussi cette inflation et qui est en lien aussi avec la pénurie de main-d'œuvre. Donc, je pense qu'on ne doit pas demander aux gens de ne pas consommer, de se surveiller. On doit plutôt sortir l'État hors des foyers et laisser les gens choisir ce qu'ils font avec leur argent, alléger le fardeau fiscal des familles québécoises, notamment avec les propositions que je vous ai suggérées tout à l'heure. Passons maintenant à l'autre question qui, je pense, est source de préoccupation et de réflexion lorsqu'on parle d'économie. C'est évidemment la question de la pénurie de main-d'œuvre. Et pour le prochain duo, Québec solidaire et la Coalition Avenir Québec, donc Mme Zaga-Mendez et M. Lacombe, à commencer par vous, Mme Zaga-Mendez, quels sont les moyens, quelles sont les mesures que vous allez déployer rapidement pour aider nos entrepreneurs, nos commerçants qui s'arrachent les cheveux en ce moment et qui peinent à offrir des services, qu'ils soient publics ou privés, à la population du Québec en raison du manque de main-d'œuvre? Nous avons rencontré plusieurs acteurs du secteur économique, que ce soit des petites et moyennes entreprises et même les conseils du patronat du Québec. Et tout le monde s'entend, puis il y a un consensus que pour répondre à la pénurie de main-d'œuvre, il faut qu'on passe par hausser puis faciliter l'immigration au Québec. C'est un peu, pour nous, la pierre angulaire de cette stratégie-là, parce qu'on a des besoins de main-d'œuvre partout, en région. Et quand je parle des facilités, ce n'est pas nécessairement que des nouvelles personnes vont arriver. On parle aussi de régulariser le statut puis donner des permis de travail à des gens qui sont déjà au Québec et qui cherchent juste à avoir un meilleur accès au marché du travail. On parle de accélérer aussi la francisation en milieu de travail parce que ces personnes-là veulent contribuer le plus tôt possible à la société québécoise. Moi-même, je viens d'un milieu immigrant, je sais à quel point on est fiers lorsqu'on apprend le français puis on intègre cette économie-là. Puis pour nous, ça passe par là, la pénurie, la réponse, accompagnée, bien sûr, par une amélioration dans les conditions de travail des travailleurs et travailleuses. Monsieur Lacombe, sur ce sujet? Bien, évidemment, on a un profond désaccord sur la question de l'immigration, mais si je peux d'abord dire, il y a d'autres moyens. L'automatisation, par exemple, sur laquelle on peut travailler. Requalifier aussi les travailleurs. La requalification des travailleurs, c'est un atout important qu'on a dans notre manche sur lequel on doit continuer de miser, mieux arrimer le système d'éducation avec les besoins du marché du travail, par exemple. Et on a un plan. On a déjà un plan. Évidemment, la pénurie de main-d'œuvre, elle est là depuis un moment. Donc, c'est un chantier de 3,9 milliards de dollars, dans lequel il y a plusieurs mesures. Je n'aurai pas le temps aujourd'hui de toutes vous les nommer, mais le plan, il est là, il est complet. Sur la question de l'immigration, on a un profond désaccord et on n'est pas les seuls. Tu sais, je peux vous citer, par exemple, un économiste, Pierre Fortin, qui est bien connu ici à l'UQAM, qui dit « Ceux qui défendent ça oublient de tenir compte du fait que les revenus supplémentaires encaissés et dépensés par les nouveaux arrivants finissent par faire augmenter la demande de main-d'œuvre autant que l'offre de main-d'œuvre, de sorte que l'effet net sur la rareté de main-d'œuvre dans l'économie globale est à peu près nul. » Nous, c'est ce qu'on dit. On le répète, on le martèle depuis des mois, sinon des années, depuis le début de notre mandat. On a des gens d'autres partis qui disent que c'est la solution. Nous, on ne pense pas. Strictement, à nos points de vue économiques, on vient de voir qu'il y a un enjeu, qu'il y a un problème, que l'effet est à peu près nul. Et il y a toute la question de la protection du français. Aussi, on a une capacité d'intégration qu'on ne doit pas dépasser si on veut bien protéger notre langue commune. Moi, je vais répondre à deux choses. D'abord, à rendre des processus automatiques. Malheureusement, si on présente ça là, devant nos travailleurs et travailleuses du Québec, là, en fait, ce qu'on est en train de leur dire, c'est qu'il y en a certaines personnes qui vont devoir changer de travail. Puis ça, c'est très dangereux pour les conditions de travail. On l'a vu pendant la pandémie, à quel point c'est important de garder les meilleures conditions de travail. Pour nous, c'est en offrant, entre autres, 4 semaines de vacances. Puis je vais répondre à la question de l'immigration.
je refuse qu'on présente les personnes immigrantes comme une menace à notre langue française. Notre futur, le futur de notre économie puis de notre nation, selon nous, à Québec solidaire, repose sur ces nouvelles personnes-là qui arrivent au Québec, ils vont contribuer. Et en fait, c'est prouvé que la production, en fait, les immigrants produisent plus qu'ils en consomment et qu'ils en tirent profit de notre système. Ils contribuent largement et nous, ça passe aussi par, oui, il faut qu'on voit notre capacité d'intégration, mais nous, on va laisser ça le travail à un comité d'experts. Et c'est pour ça qu'on croit qu'on peut hausser notre cible entre 60 000 et 80 000 immigrants pour le Québec. Moi, je pense que c'est la réponse très facile que de dire, quand on dit « limitons l'immigration pour protéger la langue française », c'est facile. Et je comprends que ça fait une bonne clip de dire qu'on dépeint les immigrants comme des menaces, qu'on ne prétend pas du tout. On est très ouvert. On est déjà très accueillant quand on se compare aux autres États dans le monde. Mais strictement d'un point de vue économique, ce n'est pas une bonne stratégie. Je n'ai pas de doctorat en économie. Pierre Fortin en a un. Et il nous prouve que l'effet est à peu près nul. Donc, ne mettons pas en danger notre capacité d'intégration pour produire un résultat qui sera à peu près nul. Là-dessus, je cédais la parole à Sabrina Ntakil, M. Faugain et M. Déragi. À commencer par vous, Monsef Déragi. Bon, premièrement, le défi économique au Québec maintenant, c'est la pénurie de main-d'œuvre. La CAQ n'a rien fait pour les 4 dernières années. Ça, c'est un fait. J'ai bien écouté mon collègue, que j'apprécie beaucoup. On a l'impression qu'il est à l'opposition. Il oublie qu'il est membre d'un gouvernement. Il y a une seule personne qui a dit en 2018 qu'il n'y a pas de pénurie de main-d'œuvre, c'est François Legault. Sur vos ondes, à plusieurs reprises, je suis venu. Jusqu'à récemment, vous avez invité le vice-président de la FCU, la Fédération canadienne d'entreprises indépendantes. Qu'est-ce qu'il vous a dit? C'est la pénurie de main-d'œuvre qui frappe 250 000 PME au Québec. C'est l'avenir économique de nos régions. Vous voulez que je vous parle de Chaudière-Appalaches? Perte économique, 18 milliards de dollars. On pense à délocaliser. Je voulais que je vous parle de Rouyn-Noranda. Le premier défi économique, c'est trouver le personnel pour travailler. Maintenant, c'est un fait. Maintenant, quand j'entends des propos sur l'immigration, et j'ai aucun problème à laisser la parole à mon collègue quand il parle d'immigration, le Premier ministre aujourd'hui disait « Les Québécois sont pacifiques. Ils n'aiment pas la chicane. Ils n'aiment pas la violence. Donc, il faut s'assurer qu'on garde ça comme c'est là. » C'est ça le vrai problème de la CAQ avec l'immigration. Ce n'est pas un problème uniquement de pénurie de main-d'œuvre, c'est un problème idéologique de la part de l'immigration. Je vais me permettre de déroger parce que le premier ministre a précisé sa pensée par la suite. Il a publié un message sur Twitter pour dire qu'il regrettait ce qu'il avait dit et que ce n'était pas du tout le fond de sa pensée. Donc, je pense que cette citation est importante. Là-dessus, c'est précisé, il fallait le faire. Stéphane Faugain, sur l'immigration, le Parti québécois propose de réduire les seuils de façon substantielle. Évidemment que c'est une proposition qui fait grincer des dents les milieux d'affaires en ce moment. Oui, mais pourtant, il ne faudrait pas, parce que lorsqu'on fait une adéquation entre l'immigration et la pénurie de main-d'œuvre, c'est qu'on y va avec des œillères pour des besoins précis dans des entreprises. Donc, et je rejoins totalement tout ce que mon collègue de la CAQ a mentionné, malheureusement, parfois, ils ne vont pas jusqu'au bout de leur logique, donc c'est pour ça que nous, on est allés un peu plus loin par rapport à ça. Mais vraiment, lorsqu'il y a un besoin dans une entreprise, oui, le nouvel arrivant va répondre à ce besoin-là. Mais pour la collectivité, ça génère d'autres besoins en biens, en services. Il y a d'autres pénuries aussi qui risquent d'être affectées par ça. On a une pénurie de logements, une pénurie d'enseignantes, une pénurie de médecins, un déclin de la langue française à Montréal et au Québec. Donc, il faut considérer la question dans son ensemble et non pas juste avec des œillères d'un entrepreneur. Sabrina Ntakil. Oui, moi, j'ai une simple formule, le libre marché, et laisser les entrepreneurs faire ce qu'ils savent le mieux faire. Moi, je veux revenir sur la question d'immigration. J'ai un exemple très concret pour vous, le domaine de la santé. Le Parti conservateur est le seul parti qui veut intégrer très rapidement tous les médecins et toutes les infirmières étrangères qui passent, bien évidemment, le test, les propédeutiques, etc. Donc, pour pallier à la pénurie de médecins et à la pénurie d'infirmières déjà formées. Ça sera nettement moins coûteux pour le Québec, puisque ces personnes seront déjà formées à l'étranger avec des diplômes équivalents. Et je trouve que c'est là où c'est intéressant de parler d'immigration et de parler également d'intégration. Après, bien sûr, il faut tout pondérer. On est dans une période d'inflation. On a des travailleurs au Québec, donc l'immigration n'est pas tout le temps une solution. Nous avons des travailleurs qui ont été peut-être habitués au rôle de l'État.
pendant ces dernières années, et il n'y a plus l'envie de travailler. Il faut donner envie aux travailleurs de travailler via notamment des programmes professionnels. Je sais qu'il y a de la pénurie un petit peu partout, plombiers, etc. Donc on aimerait revaloriser les diplômes professionnels. Ce sont des actions concrètes et simples. Nous ne sommes pas en train de réinventer la roue ou de vous donner des statistiques lourdes et qui n'ont absolument rien à voir avec la crise actuelle. Donc c'est important pour nous de le ressouligner. Sur l'adéquation entre les besoins de main-d'œuvre et donc les besoins du marché du travail et l'offre de formation, entre autres dans le secteur professionnel. M. Deradji. Oui, M. Zappa, c'est une formule que j'entends depuis plusieurs années. Écoutez, depuis l'arrivée au pouvoir de la CAQ, c'est ce que j'entends, c'est la requalification. On déshabille un secteur pour habiller un autre. Aujourd'hui, concrètement, il manque de 170 000 postes dans le secteur public. Je sais qu'on va parler de la santé plus tard. 5 000 postes d'infirmières aujourd'hui pour combler le temps supplémentaire obligatoire. C'est quoi les besoins pour les 5 prochaines années? C'est 25 000 infirmières. Ce sont nos services publics qui seront affectés. Je parle aussi du secteur économique. Et c'est de là où ça ne prend pas une seule mesure. Ce n'est pas uniquement l'immigration qui va tout résoudre. C'est une des solutions. Mais il faut agir au niveau des travailleurs expérimentés. Et c'est pour cela que pour les 65 ans et plus, ce qu'on propose au Parti libéral, c'est lever l'exemption jusqu'à 30 000 $ et les accompagner. Ils veulent faire du temps partiel. Ils veulent revenir sur le marché du travail, mais il faut que l'État les aide. Geler les cotisations RRQ, c'est ce qu'on a proposé, et augmenter le palier d'imposition à 30 000 $. J'ai encore envie de revenir sur le secteur de la santé, qui est le secteur qui pour moi est le plus important. Nous, ce qu'on propose au Parti conservateur notamment, c'est de décentraliser. On veut justement que le bien-être des infirmiers, des infirmières et du personnel hospitalier soit pris en considération. Et en ce moment, on voit un exode des infirmières qui quittent leur poste, qui quittent l'hôpital pour être caissière au Costco. Et ça, c'est un fait véridique. J'ai rencontré quelqu'un qui était dans cette situation parce qu'elles n'en pouvaient plus des conditions de travail dans les hôpitaux. Il faut décentraliser, laisser les infirmières choisir leurs horaires entre elles et leur permettre aussi d'avoir ce bien-être au travail. Comme ça, il y aura moins de pénurie et on ne sera pas forcé d'aller combler des postes à gauche, à droite. Stéphane Faugain, du Parti québécois. Oui, moi j'ai bien de la misère qu'on parle de pénurie de main-d'œuvre dans le secteur de la santé, mais on parle de l'autre côté de la bouche de baisse de taxes et d'impôts. En ce moment, il y a un sous-financement de réseau public. Il faut au contraire réinvestir dans le réseau public. Mais rapidement, là, dans d'autres mesures qu'on n'a pas parlé, nous, on veut miser aussi sur le talent de nos travailleurs expérimentés pour pouvoir les inciter à rester plus longtemps dans le marché du travail ou revenir avec des incitatifs fiscaux et s'assurer que tous les hommes et les femmes qui ont des jeunes enfants à la maison puissent retourner au travail avec notre plan 100% PME pour s'assurer que chaque enfant a une place en CPE, comme chaque enfant a une place à l'école. Pour nous, ça devrait être normal. Merci beaucoup. Alors voilà pour les échanges sur l'économie. On va passer au deuxième thème de ce débat qui porte celui-ci sur l'environnement. Et pour mettre à la table, accueillons Philippe Gachon, qui est professeur au département de géographie de l'UQAM, directeur du réseau Inondations intersectorielles du Québec et chercheur du Centre pour l'étude et la simulation du climat à l'échelle régionale. À vous la parole. Merci. Bonsoir, merci pour l'invitation. Alors, évidemment, l'environnement, on ne peut pas oublier deux thèmes auxquels je vais passer un petit peu de temps. Ce sont des constats à propos du climat de notre environnement. Et ça touche évidemment le Québec. Les désastres d'origine climatique et leur coût économique augmentent. Depuis 1970, on a à peu près plus de 11 000 catastrophes qui ont été observées à travers le monde. Et la majorité sont d'origine météorologique et climatique, notamment reliées à l'eau. Celles-ci sont non seulement en forte croissance, mais on est passé de 711 désastres dans les années 70 à plus de 3200 dans la dernière décennie, soit une augmentation majeure en raison du bouleversement climatique. Ces catastrophes sont responsables de plus de 2 millions de morts, 3 640 milliards de dollars US. Ce sont des dommages énormes. On va parler évidemment des coûts reliés à la pandémie, mais les désastres sont les désastres qui engendrent après les guerres civiles les plus grands coûts. Ça a été multiplié par 7, ces coûts-là, depuis 1970. Le changement climatique s'accélère. Les 20 dernières années ont été 1,2 degrés plus chaudes que la moyenne 1850-1900, donc avant la période pré-industrielle, à l'échelle globale. Le réchauffement climatique, tous les rapports du GIEC, donc le groupe intergouvernemental d'évolution du climat, et des rapports de l'ONU, à l'échelle globale, 2021 fut la 6e année la plus chaude depuis le début des relevés météorologiques depuis 1850.
Les 7 années les plus chaudes depuis 1850 sont toutes situées dans les 7 dernières années. Au Québec, 2021 fut particulièrement marquant, l'automne le plus chaud depuis 1950. L'hiver, le 2e plus chaud depuis après 2010. Printemps, le 5e plus chaud. Les taux de réchauffement augmentent au Québec, en particulier en hiver. On atteint des valeurs entre 0,5 et 1,8 degrés par décennie. C'est 2 à 3 fois la tendance à l'échelle globale. Maintenant, en ce qui concerne la biodiversité, elle décline à un rythme alarmant ces dernières années en raison des activités humaines, les changements climatiques, la pollution, l'utilisation des ressources. On parle beaucoup d'économie. Mais les ressources vont finir par nous tuer si on finit toujours par en extraire à profusion. Juste un exemple, 75% des milieux terrestres et 66% des milieux marins sont sévèrement affectés. 60 milliards de tonnes de ressources sont extraites dans le monde chaque année, 2 fois plus qu'il y a 20 ans. Au Canada, les populations d'espèces en péril ont décliné de 59% en moyenne, 42% à l'échelle globale. Donc, on a dépassé la moyenne en termes de déparition des espèces en péril. Au Québec, ce sont les amphibiens, les conifères, les mammifères, les oiseaux, les poissons qui sont parmi les espèces les plus menacées. Les pertes d'habitat et la dégradation d'écosystèmes reliées à l'aménagement du territoire et au dérèglement climatique libèrent en plus du carbone dans l'atmosphère, ce qui accélère davantage la crise et le réchauffement climatique. Alors, devant tous ces faits, le Québec doit faire sa part et vite, et prendre action maintenant pour l'environnement afin de protéger sa population et se développer durablement. Je ne parlerai pas de certains gouvernements qui ont fait du déni, mais on doit combattre l'ignorance, le déni et l'inaction. Le Québec, en particulier, doit suivre, puisqu'on a décidé de suivre les accords de Paris, ce qu'entre autres, l'ONU nous a dit. Nous devons faire preuve de sobriété. Pour limiter la perte d'expertise et renforcer la capacité des organisations, que ce soit gouvernementales, municipales, communautaires, on a parlé de pénurie de la main-d'œuvre, dans une période de profonde pénurie de la main-d'œuvre, justement qualifiée, si on ne fait rien, cette pénurie, notamment de savoir, elle va s'amplifier. Alors, en conclusion, il n'y a pas d'économie sans santé durable, sans un environnement sain et viable. À l'UQAM, nos experts et nos expertes, dont certains contribuent au rapport de GIEC, notamment mes collègues de ESCARE et de l'ONU, étudient ces phénomènes et enjeux depuis plus de 50 ans. Croyez-moi, nous n'avons pas un autre 50 ans pour agir. Tout de suite et maintenant. Merci. Merci beaucoup, professeur Gachon. Alors, notre premier duo sur ce thème de l'environnement, Sabrina Etakil, candidate dans Montréal-Outremont pour le Parti conservateur, je le rappelle, et Monsef Deraji, qui est candidat libéral dans la circonscription de Néligan. Question toute simple, est-ce qu'il y a urgence climatique et qu'est-ce que vous allez faire? Madame Etakil. Oui. Donc, professeur Gachon, merci pour cette introduction. Je vous entends, je vous reçois et je vous comprends. Sachez simplement que nous sommes d'accord sur un point. Le développement durable, c'est important. Mais pour qu'il y ait du développement durable, il faut d'abord du développement. Aujourd'hui, en fait, ce que j'entends, c'est beaucoup d'alarmisme. Je sais qu'un certain gotha institutionnel, que beaucoup de professeurs d'université nous sommes d'arrêter toute activité économique, nous sommes de changer notre mode de vie du jour au lendemain parce que les accords de Paris l'ont décrété. Nous devrions plutôt avoir une approche nationale. Le Québec devrait avoir sa propre approche. On avait un projet qui était très beau, la CAQ était d'accord avec ce projet, qui s'appelle le projet GNL, qui était un projet qui se voulait quand même révolutionnaire sur le plan environnemental. Et je m'explique. Le projet GNL qui est tout simplement d'exploiter, bien sûr, la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean et de nous permettre de transférer du gaz et de le liquéfier et de le distribuer partout dans le monde, ce qui contribuerait à réduire la consommation de charbon à l'état international. Donc, en ce moment, l'Allemagne a réouvert ses usines de charbon. Ils étaient ici, le chancelier allemand était ici, et il nous a sommé d'aider l'Allemagne, même si on avait prédit que c'était l'Algérie qui allait aider l'Allemagne, mais il n'en est rien. C'est plutôt le Canada ou encore le Québec. On aurait eu une opportunité en or, tout en respectant nos lois environnementales qui sont parmi les plus sévères au monde, je le rappelle. Donc ici, tous les autres partis parlent de délocaliser en fait la pollution. Nous, on propose un projet
où il y aura peu ou pas de pollution. Le gaz naturel est la prochaine ressource naturelle à exploiter pendant les 50 prochaines années. Et nous allons être capables de le faire avec toute la technologie que nous avons et aussi produire ce développement qui nous permettra ensuite d'être à la pointe de la technologie pour préserver notre faune, notre flore. Là-dessus, M. Déragi? Bon, écoutez, sur ce plan, je pense que là, les gens vont voir vraiment les différents points de vue. On a un gouvernement qui pense à un tunnel en bas du fleuve, c'est une bonne affaire. On a un candidat à Lévis qui dit que « lâchez-moi avec les GES ». On a le Premier ministre François Legault qui pense aux Montréalais qu'on n'a pas le droit de parler du tunnel Lévis. Et c'est là où on doit tous comprendre. Les Montréalais, c'est des contribuables et à date, Montréal fait partie du Québec. Et je pense que c'est sain d'avoir un débat autour de ce tunnel. Est-ce qu'en tant que Québécois, aujourd'hui, on va accepter un projet pharaonique qui va nous coûter 10 milliards de dollars pour creuser un tunnel, pour faire déplacer des voitures entre les deux rives? Probablement, le débat peut se faire d'une autre manière à Québec et la rive sud de Québec, mais je pense que ce débat est sain. Et c'est le gouvernement qui doit le démontrer. Prenons le cas de la Fonderie-Orne. Prenons le cas aussi de ce qui s'est passé avec le plan à Québec. Je pense que oui, il y a urgence à agir. Oui, il ne faut pas être alarmiste parce que les technologies avancent, mais on ne peut pas faire abstraction aux enjeux climatique. Et c'est pour cela que nous avons mis une proposition, un projet de société éco, qui à la fois, on parle et de l'économie et de l'écologie. Parce qu'on ne peut pas voir le développement économique, abstraction faite au respect de l'environnement. C'est très important parce que ce n'est plus un choix, ce n'est plus un luxe. On doit l'adopter pour nos stratégies futures. Madame Etaquin. Oui, j'ai envie de dire aussi, parce que j'ai entendu quelques rictus, le projet GNL, en passant au Saguenay, il a été à 64% plébiscité par la population du Saguenay. Je tiens aussi à rappeler que le gaz liquéfié n'est pas toxique, n'est pas corrosif, il n'est pas maintenu sous pression, donc pas de risque d'explosion. Il est extrêmement difficile à enflammer et également il a peu ou pas d'impact sur la faune et la flore. Donc si on veut vraiment à la fois protéger notre environnement et développer notre économie, il me semble que c'est raisonnable de penser à ce genre de projet et de ne pas arrêter l'activité humaine et le développement, notamment celui de nos hydrocarbures. GNL Québec, M. Déragi. Bon, écoutez, c'était très clair pour nous au niveau de GNL Québec. La population locale, il n'y a pas d'acceptabilité sociale. C'est faux. Je sens qu'au niveau du gouvernement... Je peux terminer. Allez-y. Au niveau du gouvernement, je sais que le ministre de l'Économie est en train de demander aux gens de faire de la pédagogie. C'est ce qu'on a entendu. On a entendu de la bouche du Premier ministre que c'est une porte fermée par rapport à ce projet. Donc, c'est très clair aussi pour nous. Là-dessus, Mathieu Lacombe, Stéphane Faugain, à commencer par Alejandra Zaga-Mendez de Québec solidaire. Merci beaucoup. Merci pour la présentation. Moi-même, étant une scientifique, moi, j'ai fait un doctorat en développement durable et conservation. J'ai travaillé en recherche au Québec en tout ce qui est la transition écologique, l'économie écologique. Puis une des choses que j'ai appris, à quel point au Québec, on a les connaissances pour s'attaquer à la crise climatique. Qu'est-ce qui nous manque? Bien, c'est du courage politique. Puis qu'est-ce qu'on a fait à Québec solidaire? C'est combiner autant les connaissances scientifiques que le courage de proposer un plan qu'on a appelé Vision 2030 pour être capable de réduire d'ici 2030 nos émissions de 55 % par rapport à 1990, pour être capable de respecter ce que le GIEC nous dit, pour être capable de respecter l'accord de Paris et ainsi assurer un avenir pour notre planète. Puis oui, c'est un plan ambitieux qu'on a on a appliqué de la recherche scientifique, c'est-à-dire on est allé voir une firme de modélisation, on est allé voir 8 scientifiques en sciences climatiques au Québec qui nous ont dit que ces mesures-là sont faisables et qu'on est capable de le faire au Québec. Puis il faut comprendre aussi qu'en ce moment, on a un retard à attraper énorme par toute l'inaction qui nous précède, par tous les gouvernements avant nous. Puis nous, on est prêts à le faire parce que l'environnement doit être la priorité d'un gouvernement au 21e siècle. Monsieur Lacombe. Je veux effectivement remercier le professeur pour son préambule qui a le mérite de, si on l'avait oublié, nous rappeler qu'effectivement, on doit agir, puis on doit agir rapidement.
On vient de mentionner le courage politique. Moi, je pourrais dire que le courage politique, par exemple, c'est de dire que dès 2035, la vente de véhicules à essence au Québec, ce ne sera plus possible. Le courage politique, par exemple, c'est de dire qu'on va se lancer dans des grandes entreprises pour récupérer, par exemple, les électroménagers, puis nous assurer que, ça peut paraître un petit exemple, mais on a été les premiers à aller de l'avant avec ça, atteindre 17 % d'air protégé comme on s'était fixé, ça c'est du courage politique aussi, mettre 10 milliards, en fait, sur les 10 prochaines années, mettre 56 milliards de dollars de projets de transport en commun de l'avant, bien ça, je peux parler de courage politique aussi. Et c'est vrai que, et je pourrais continuer, là, la liste, elle est quand même longue. Je pourrais aussi mentionner le fait que c'est vrai que c'est un problème qui est global parce qu'on ne peut pas prétendre le régler seulement au Québec. On a somme toute au Québec un bon bilan, mais c'est vrai qu'il faut en faire davantage et on peut aider d'autres États. Nous, on est d'avis que GNL Québec, par exemple, ce n'est pas le bon véhicule pour faire ça, mais on peut le faire avec l'hydroélectricité, qui n'est pas parfaite, mais qui est une énergie verte. On le voit, par exemple, en signant un accord historique avec l'État de New York pour être capable d'exporter notre hydroélectricité, puis que les autres États puissent améliorer leur bilan grâce à ça, tout en faisant en sorte qu'ils s'enrichissent, qu'on puisse l'investir dans nos services publics. Et j'entendais des critiques tantôt sur le troisième lien, là. J'ai envie de dire, parce que j'ai entendu que cette critique-là, si c'est la seule critique du Parti libéral sur notre bilan environnemental, un tunnel, oui, il y aura des véhicules électriques, je l'ai dit à terme, puis du transport en commun, bien moi, je dors très bien le soir. Monsieur Faugain? Oui, donc je pense qu'on va être d'accord au niveau de l'urgence climatique, que ça prend du courage politique, mais il faut aussi y aller de la bonne manière. Puis nous, au Parti québécois, on a déposé le plan le plus rigoureux, le plus complet, le plus ventilé, donc vraiment en 10 secteurs d'activité, avec des cibles intermédiaires pour vraiment comprendre quelles actions qu'on va faire pour chaque secteur d'activité. Mais au-delà de ça, la différence aussi, c'est l'approche envers la population. Parce qu'on ne souhaite pas culpabiliser les gens, on veut les outiller à faire la transition avec nous. Et par exemple, ça veut dire de s'assurer que les gens aient la disponibilité, par exemple, pour les véhicules électriques. Mais en ce moment, les gens sont sur des listes d'attente. Donc, plutôt que de mettre un malus sur les véhicules à essence dès 2023, comme certains essaient de le faire, nous, on veut justement imposer aux constructeurs automobiles d'offrir 50 % de véhicules électriques au Québec. Et lorsqu'il y aura assez de véhicules électriques, il y aura assez de transports en commun, c'est là qu'on va rajouter un malus sur le véhicule des gens. Donc, on veut s'assurer de donner aux gens des options, des outils. Et donner des options aussi, c'est doubler le transport en commun d'ici 2035, mais en parallèle aussi, offrir la passe climat pour rendre plus accessible le transport en commun. Nous, ce qu'on offre au Parti québécois, c'est une passe qui permettrait de donner accès à tous les systèmes de transport au Québec, même entre les villes, ce qui fait en sorte qu'on pourrait prendre le métro à Montréal, aller prendre l'autobus jusqu'à Québec et continuer dans le réseau de transport de Québec. Donc, offrir sur l'offre et la demande, mais aussi d'y aller donner des offres, la disponibilité aux gens et non pas les taxer sans qu'ils aient d'options. Mme Zaga-Mendez, oui, là-dessus? En fait, quand j'entends M. Lacombe défendre le bilan environnemental de la CAQ et en même temps présenter une cible de réduction qui est en deçà de ce que la science nous demande de faire, la seule chose qui vient à mon esprit, c'est de dire qu'on n'est pas en train d'aller dans la bonne direction. Les actions qu'on est en train de poser ne sont pas suffisantes pour régler la crise climatique. On ne peut pas défendre le troisième lien et dire qu'on est en train de faire quelque chose pour lutter contre les émissions des gaz à effet de serre. Ces deux choses-là sont incohérentes et incompatibles. À Québec solidaire, ce qu'on veut, c'est donner les choix aux Québécois de contribuer, de dire qu'on ne peut laisser la voiture à la maison, qu'on va se donner d'autres infrastructures, qu'on va conserver nos espaces verts parce qu'on est capable de le faire, puis il faut qu'on le fasse maintenant. On le dit, c'est la décennie de la dernière chance. Ces décisions-là doivent être prises maintenant pour être capables de contrer l'impact des changements climatiques. M. Lacombe? Sur le troisième lien, c'est un débat que je trouve qui manque de connaissance du terrain. Parce que, honnêtement, là, quand on voit qu'en 2035, quand on parle de courage politique, là, c'est nous qui avons dit 2035, il n'y aura plus un véhicule à essence qui va se vendre 2030, ici. Quand on a dit on va refuser d'exploiter nos hydrocarbures sur le territoire, ça a été salué, c'est une décision courageuse. À un moment donné, là, les gens de Québec, si c'est la seule critique que les oppositions nous font, que les autres partis nous font sur notre bilan environnemental, de vouloir construire un tunnel pour que le trajet en transport en commun soit plus rapide, parce que là, le transport en commun, je vous l'annonce, ça doit partir de Lévis, faire le grand tour pour revenir au centre-ville. Nous, on veut qu'il puisse circuler de centre-ville à centre-ville, que les marchandises aussi puissent circuler. Les marchandises ne prennent pas l'autobus, à ce que je sache.
Oui, nous, on a proposé un excellent troisième lien à Québec, mais qui passe par un très léger de centre-ville à centre-ville jusqu'à Le Bourgneuf. Mais au-delà de ça, on parle d'urgence. Lorsqu'il y a une urgence, en général, on utilise tous les moyens à notre disposition pour y arriver. Puis je ne comprends pas qu'encore aujourd'hui, on envoie la moitié de nos ressources à Ottawa, qui vont financer les pétrolières de l'Alberta, alors qu'on pourrait tout rapatrier ça ici et s'assurer de faire la transition économique avec la transition écologique avec tous nos taxes et impôts utilisés au Québec pour investir dans des secteurs d'avenir. On pourrait être un nouveau pays qui serait vert, qui serait à la hauteur des différents pays scandinaves. On pourrait être un exemple plutôt d'être ralenti par le reste du Canada. La deuxième question sur le thème environnemental, je pense que vous l'avez abordé au travers de la discussion, mais néanmoins, je veux vous entendre sur des méthodes concrètes, des mesures concrètes qui vont vous permettre et nous permettre collectivement d'en arriver aux cibles que se fixent les pays pour réduire les émissions de gaz à effet de serre. Donc, je sais que vous avez évoqué certaines de ces mesures, mais si vous pouvez aller un petit peu plus loin dans votre réflexion et dans ce que vous avez amené. Alors, notre premier duo sur ce sujet, sur cette deuxième question, c'est celui formé par Stéphane Faugain. Mais d'abord, je cède la parole à Sabrina Etakil. Ah, parfait. Alors nous, premièrement, je tiens à rappeler qu'au Parti conservateur du Québec, nous sommes contre la coercition. Donc interdire aux gens de prendre leur voiture, interdire toutes sortes de choses, ce n'est pas vraiment dans notre plan d'attaque. Par contre, nous avons un projet pilote dans la ville de Québec où on veut rendre tous les transports en commun gratuits. Pas uniquement pour les aînés ou pour les étudiants, mais pour absolument tout le monde, pour encourager les gens à laisser la voiture à la maison et à utiliser les transports en commun. Donc ça, c'est quelque chose de très concret. C'est un incitatif raisonnable et on n'est pas dans cette logique de coercition parce que tout ce que j'entends depuis tout à l'heure, c'est les accords de Paris. Mais est-ce qu'on peut revenir au fait que tout le monde clame l'indépendance du Québec, mais on se réfère toujours à des traités internationaux pour venir nous dire comment vivre chez nous? Je pense qu'on devrait plutôt avoir une approche structurée, à 100% québécoise, qui nous permettrait aussi de regarder les besoins des individus. Et ça, c'est nettement plus intéressant que de dire aux gens « ne prenez pas votre voiture, ne voyagez pas, n'utilisez pas le mazout, etc. etc. » Je trouve que c'est une vision très mortifère de l'avenir. Et l'urgence climatique, oui, il faut protéger notre environnement, mais jamais aux dépens de notre mode de vie ou de notre économie. Tout ça devrait plutôt être vu dans une conception holistique, sans jamais imposer la coercition, et je tiens vraiment à le préciser. M. Faugain, là-dessus? Oui, donc là-dessus, il faudrait juste peut-être rappeler que la question de l'environnement, c'est pas juste une question politique, c'est aussi une question scientifique. Fait que lorsqu'on fait référence aux différentes conventions de scientifiques, mais il faut écouter la science par rapport à ça. Puis c'est pour ça que nous, notre plan, on a vraiment suivi ce qui était demandé à Glasgow. Donc, on fait une réduction de 45 des GES d'ici 2030 par rapport à 2010, d'ailleurs, qui est plus ambitieux que par rapport à 1990. Et on rajoute un 10 de réduction qu'on va aller chercher à l'international aussi, pour faire notre part à l'international. Mais au-delà des actions concrètes, c'est pour ça qu'on a un plan aussi détaillé en 10 secteurs d'activité avec des mesures pour chacun. J'en ferai pas la liste aujourd'hui. Mais les principales, là, c'est vraiment par rapport à des solutions mixtes de transport en commun et d'électrification des transports. Donc ici, il faut vraiment donner, comme je le disais tout à l'heure, donner des options aux gens, là, offrir doubler le transport en commun d'ici 2035, mais aussi de pouvoir leur offrir des véhicules électriques pour ceux qui veulent faire la transition. Donc, c'est pour ça que nous, on veut contraindre les concessionnaires automobiles, les fabricants d'automobiles, d'avoir au moins 50 de véhicules électriques ici au Québec. On est d'accord pour dire qu'il n'y aura pas de coercition, mais il faut accompagner les gens, leur donner des options, mais il faut quand même se donner des cibles, il faut être dans l'action. Je suis très d'accord avec vous, Stéphane, par rapport à l'électrification. Je suis pour ce développement-là. Mais encore une fois, pour qu'il y ait du développement durable, il faut du développement. L'argent ne pousse pas dans les arbres. Et je tiens également à mentionner, on nous cite souvent des experts, des scientifiques, etc. J'ai un énorme respect, bien sûr, pour la communauté scientifique, mais je pense que de dire qu'il y a un consensus... Quel consensus? On n'entend jamais l'autre contrepartie, comme ça a été fait pendant les 2 dernières années, comme c'est fait sur plein de sujets. Il y a une communauté de scientifiques sans jamais nous démontrer réellement si d'autres scientifiques qui travaillent en environnement pourraient contrebalancer cette chape. Il y a une chape de plomb sur la science, et donc c'est pour ça que je préfère ne pas parler de science, parce que moi-même, j'en suis pas une scientifique, mais je lis beaucoup. Il n'y a pas forcément ce consensus dont on parle systématiquement. Est-ce que je peux vous inviter à préciser votre pensée? Est-ce que vous croyez au changement climatique? Je crois qu'on doit préserver notre environnement. Je crois qu'en ce moment, on nous impose une idée, une pensée unilatérale par rapport au changement climatique. Je ne dis pas qu'il n'y a pas de changement climatique. Je suis très prudente et j'essaye de m'informer au maximum. Mais ce que je vous dis...
J'ai dit que oui, j'étais d'accord avec le fait qu'il y a des changements climatiques. Je suis d'accord avec cette prémisse, mais je ne suis pas d'accord avec l'alarmisme et avec tous les sacrifices qu'on demande de faire à la jeunesse. Donc vous pouvez rire, c'est effectivement très drôle, mais je pense que le Parti conservateur du Québec est le seul parti de la mesure. Et c'est dans ce sens que je ramène le common sense au centre du débat. C'est que tout le monde vous donne des chiffres, tout le monde vous dit 50% de réduction ou 23%, il y a des surenchères, sans jamais donner de plan concret, sauf nous donner une vision d'un avenir lugubre. Donc, je n'ai pas honte de le dire. Rapidement, M. Fauguin, là-dessus? Oui, rapidement. Donc, non, je pense qu'il y a au moins 4 partis ici qui vont vouloir suivre ce que les scientifiques nous disent. Mais au-delà de ça, pour ceux qui sont moins convaincus, dites-vous, dans le pire des cas, là, on va quand même avoir une plus belle planète si on réussit cette transition-là. Dans tous les cas, c'est une bonne chose à faire. Je vais élargir la discussion aux 3 autres candidats, à commencer par Alejandra Zaga-Mendez, qui, je le rappelle, est candidate solidaire dans Verdun. Merci. Donc, quand on parle de lutte au changement climatique, c'est sûr et certain qu'on s'attarde au transport. Je veux dire, le transport contribue à 43 % de nos émissions de gaz à effet de serre au Québec. Donc, c'est incontournable. Puis, il faut quand même faire des efforts collectifs dans les prochaines années. Puis, ce qui est le fun, en fait, c'est que les gens sont prêts. Moi, quand je croise les gens sur le terrain, ce qu'on entend, c'est que les gens veulent contribuer à la lutte au changement climatique, puis il faut donner des options qui sont structurelles. Et c'est pour ça que dans notre plan Vision 2030 de Québec solidaire, ce qu'on mise, c'est sur, d'abord, les développements du transport en commun, les développements du transport interurbain également, des trains, c'est des annonces qu'on va faire de façon ultérieure. Mais on le sait déjà, aujourd'hui, on a parlé de notre plan de transport pour Montréal. Donc, on se donne des ambitions et les moyens, oui, on va faire des investissements importants pour être capable d'offrir ces choix-là aux Québécois et Québécoises. On ajoute également la question de l'autopartage. Puis l'objectif dans tout ça, c'est avoir le choix de laisser la voiture à la maison. Si on veut faire du camping à la CEPAC, là, on peut s'y rendre sans avoir chacun sa voiture personnelle. Et ça, c'est juste des exemples que je peux mettre de l'avant. Oui. Monsieur Lacombe, là-dessus? J'ai envie de dire d'abord, pour commencer, et tantôt, je ne pensais même pas que mon micro était ouvert, là, je suis désolé, mais que consensus ne veut pas dire unanimité. Il y aura toujours des gens pour contredire la science, mais je pense qu'on assiste véritablement à un consensus planétaire à l'effet qu'il y a effectivement un enjeu avec le climat, qu'il y a des changements climatiques, qu'il faut agir rapidement pour contrer tout ça. Maintenant, on peut être en désaccord sur les moyens. C'est écrit dans le ciel qu'on sera en désaccord sur les moyens. Mais en même temps, je pense qu'on est tous d'accord qu'il faut agir. De notre côté, le plan, il est clair, il est là. Les gens nous voient aller depuis 4 ans. Effectivement, lorsqu'on a été élu la dernière fois, les gens nous ont rappelé, je veux dire ça comme ça, que c'était un enjeu sur lequel on devait travailler plus. Et vous avez présenté, d'ailleurs, pas plus tard qu'hier, le projet des barrages hydroélectriques. Tout à fait. Qui fait partie de cette stratégie-là? Qui fait partie d'une stratégie où, effectivement, nous, on pense que l'hydroélectricité, c'est un trésor national et il faut s'en servir pour aider, par exemple, d'autres États à atteindre leurs cibles. Et ça ne veut pas dire qu'au Québec, ici, on ne doit pas non plus faire des efforts. J'ai parlé de l'interdiction des véhicules à essence qui seraient vendus dès 2035, mettre fin à l'exploration des hydrocarbures au Québec. C'est un geste courageux, ça. Je pense que c'est important de le souligner, mais on doit continuer de travailler. On a un plan 7,6 milliards de dollars sur les 5 prochaines années et le transport en commun, effectivement, je pense que c'est parce qu'il faut réduire les GES et le transport en commun, évidemment, bien, c'est une grande part de tout ça. Et avec tous les projets, 56 milliards de dollars sur les 10 prochaines années en transport en commun seulement. Donc, je pense qu'on peut juger aussi le gouvernement par les dépenses qu'il fait pour juger s'il est sérieux ou pas. Je pense que dans notre cas, on prouve que c'est important. M. Léragi? Premièrement, il y a urgence d'agir. Je pense qu'il faut avoir un plan réel. Et quand on dit un plan réel, chez nous, au Parti libéral, on pense que la gestion des GES doit être la responsabilité de la première ministre. Et on l'a vu au dernier mandat chez les caquistes, on l'a vu tantôt un point de vue du ministre de l'Environnement et après on voit un point de vue tout à fait différent au niveau du ministre de l'Économie. Et à un certain moment, même les Québécois se sont posé la question, qui est le véritable ministre de l'Environnement? Est-ce que c'est le ministre de l'Environnement ou bien le ministre de l'Économie? Ça, c'est le premier point. Deuxième point, transparence. Si le troisième, il est bon, qu'on dévoile les études. Si c'est un choix économique, qu'on l'informe. Et après, les Québécois jugeront.
Le gouvernement refuse, et on le sait depuis très longtemps, que quand ça ne fait pas l'affaire de François Legault, il ne dévoile pas d'études. Donc, la transparence, c'est extrêmement important. Maintenant, parlons de l'électrification. Je pense qu'au Québec, on peut rêver de l'hydrogène vert. Je suis allé, M. Zappa, 2 COP, Marrakech et Katowice, en Pologne. Et j'ai vu des projets de développement de l'hydrogène vert, et je pense qu'au Québec et au Parti libéral, que le 100 milliards que nous avons mis sur la table comme projet est une vraie vision de développement économique durable, d'avoir l'hydrogène vert comme arsenal, parce que l'électrification de transport ou les batteries ont une limite. Mais avec l'hydrogène vert, on ne peut pas uniquement l'exploiter au Québec, mais aussi l'exporter. Je pense que ça, avec le projet ECO qu'on présente aux Québécois, est une vraie vision d'avenir où on fait l'alliance entre l'économie et le développement durable. Moi, je me demande où vous allez prendre l'électricité pour faire ça. Parce que nous, quand on s'est engagé à dire on va demander à Hydro-Québec de voir pour construire davantage de barrages pour être capable de générer, parce que les surplus d'électricité ne sont plus là. On n'est plus à cette époque-là. Là, on est maintenant en demande. Si on veut contribuer, l'hydrogène vert, c'est énergivore. Produire ça, on a besoin d'électricité. Vous avez tourné au ridicule notre engagement en disant que ça n'avait pas de bon sens. Moi, je suis curieux de savoir où vous allez prendre cette électricité pour arriver à faire ça. Si je peux ajouter, on n'entend pas parler le potentiel du Québec pour les énergies renouvelables, que ce soit l'éolienne, le solaire. On a un potentiel énorme au niveau régional et nous, ce qu'on veut, c'est accompagner, créer des compagnies, des coopératives régionales pour être capables d'avoir d'autres sources d'énergie qui sont moins polluantes même que l'hydrogène vert. Et parce que l'hydrogène vert, ce n'est pas la panacée. Puis avant de construire de nouveaux barrages, mais il faut lutter pour avoir une meilleure efficacité énergétique. C'est un des plus grands problèmes qu'on a au Québec. On manque d'énergie parce que notre réseau, il faut le rendre plus efficace. Merci à vous 5 d'avoir débattu sur le thème de l'environnement. Et on va passer au dernier thème de ce débat, et non le moindre, celui de la santé. Celle qui s'avance sur scène, c'est professeur Kim Lavoie. Je vous la présente. Elle est professeure au département de psychologie et titulaire de la chaire de recherche du Canada en médecine comportementale. Et elle va nous dresser le portrait de la situation sur les multiples enjeux dans le domaine de la santé. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Bonsoir, mesdames et messieurs. Et merci beaucoup pour cette belle invitation et pour participer à cet événement ce soir. Alors, c'est vraiment un privilège de venir parler de la santé. Nous avons commencé le débat d'aujourd'hui en discutant de certains des sujets les plus importants pour les Québécois et Québécoises, notamment l'environnement et l'économie, qui sont tous les deux étroitement liés à notre prochain sujet, la santé. En effet, selon l'OMS, les changements climatiques ont été identifiés comme la menace la plus importante pour la santé humaine dans l'histoire de l'humanité. Et étant donné que plus de 40 du budget du Québec est consacré à la santé, toute décision en matière de santé aurait inévitablement un impact majeur sur notre économie. Ainsi, le système de santé québécois a été au centre des préoccupations au cours des dernières années, alors que la pandémie a mis en évidence certaines de ses faiblesses importantes, dont la plus significative est notre accès limité à des soins médicaux de manière rapide, tant pour soigner les maladies que pour les prévenir. Les besoins de services en santé mentale est à un niveau record, et particulièrement chez les jeunes. Les taux de surmortalité liés à la COVID-19 chez les aînés du Québec, qui étaient plus du double des taux de toutes les autres provinces au Canada, illustrent comment nous ne prenons pas adéquatement soin de nos aînés. Et le traitement des maladies chroniques, comme les maladies cardiaques, le cancer, à la fois pour les prévenir et les soigner, a été suspendu ou fortement retardé en raison de la pandémie. Mais ces traitements devront reprendre. Mais qui prendra soin de nous? Parce que malgré des dépenses de santé de 47 milliards de dollars par an, soit autant que les Pays-Bas, qui comptent plus de double de notre population, plus de 20 des Québécois et Québécoises n'ont pas accès à un médecin de famille. Plus de 10 000 médecins sont nécessaires pour combler cette pénurie. Compte tenu des limites d'immigration des travailleurs et travailleuses de la santé étrangère et la taille actuelle des cohortes annuelles des facultés de médecine du Québec, qui admettent moins de 1 000 étudiants et étudiantes par année en rejetant près de 10 000, il faudrait 37 ans au Québec pour atteindre les cibles par habitant. À l'UQAM, de très nombreux chercheurs étudient la santé, en psychologie, en éducation, en gestion, en sciences de l'environnement.
Et nous et d'autres avons alors conclu que tout cela est une indication claire de l'utilisation inefficace des ressources du Québec. À vous, M. Zappa, pour poser des questions à nos candidats. Merci beaucoup, Mme Lavoie. Je pense qu'à lui seul, ce thème pourrait monopoliser une bonne heure de débat. On va tenter de savoir ce que vous avez à proposer, notamment pour ce qui est de la pandémie et d'une éventuelle crise sanitaire, d'autres vagues de la pandémie de COVID-19 qui pourraient survenir au cours des prochains mois. Alors, comment allez-vous préparer le Québec à toute éventualité en matière sanitaire? Notre premier duo ce soir, Mathieu Lacombe et Monsef Déragi, à commencer par M. Lacombe. Merci beaucoup. C'est clair que la période pandémique, et je suis toujours prudent parce que parfois j'ai envie de dire à travers laquelle on vient de passer, alors qu'on ne sait pas toujours ce que l'avenir nous réserve, mais tout ce qu'on vient de passer, il faut se rappeler que c'était complètement inédit. Personne n'avait vu ça venir et personne n'était préparé non plus. Je pense que globalement, quand on regarde tout le travail qui a été fait, et je pense entre autres au tout début de la pandémie, je le dis de façon non partisane, il y avait vraiment une mobilisation de tout le monde et je pense que ça a aidé à sauver beaucoup de vies. Le bilan, il est clairement pas parfait. Je pense qu'on a tous appris. D'ailleurs, j'entendais le premier ministre dire tout récemment, en compagnie d'autres chefs, que la pandémie l'avait rendu plus humble parce que parfois on annonçait des choses, on devait se rétracter 2-3 jours après et on devait changer la stratégie, on devait s'adapter en continu. Donc le bilan, il n'est pas parfait. Par contre, ce dont on peut se réjouir, et je suis prudent quand je dis ça, parce qu'évidemment, les résultats, on peut toujours être meilleur, c'est que quand on regarde le portrait global, on s'en est mieux sorti qu'ailleurs dans le monde. Quand on regarde la surmortalité, vous êtes d'accord? On s'en est mieux sorti quand même. Je suis très content d'avoir ce débat avec le représentant du gouvernement parce que, écoutez, la pandémie nous a démontré beaucoup de choses. Il y a un avant-pandémie et un après-pandémie. Et on doit en tirer les leçons. C'est très clair. Oui. Et oui, au début, tout le monde, moi-même le premier, notre formation politique, on était pour le respect des mesures sanitaires parce qu'on faisait tous face à un problème planétaire. Mais par la suite, il y avait un virage que je considère totalitaire et dangereux. Quand un gouvernement commence à gouverner par décret, un gouvernement, je ne vous ai pas interrompu, Monsieur le ministre, quand un gouvernement commence à gouverner par décret, par sondage, quand on commence à poser à la population la popularité du Premier ministre, quand on commence à dire aux itinérants qu'ils ne doivent pas sortir après 20 heures, quand on commence à dire à la population qu'ils doivent sortir ou non avec leurs chiens, je pense qu'on est allé trop loin. Et encore une fois, c'est quoi un Parlement? Un Parlement, c'est là où on délègue le pouvoir à des élus pour gérer l'État d'un pays, peu importe le pays au monde. Mais malheureusement, il n'y avait pas de débat au Parlement. Il n'y avait pas de débat démocratique. Les gens nous ont élus pour avoir ce débat à l'intérieur du Parlement. Il n'y avait pas de débat sur les mesures. Il n'y avait pas d'études scientifiques. Nous avons vu à quelques heures d'une conférence de presse que la santé publique de Montréal était contre le couvre-feu, que le docteur Arruda cherchait des études pour justifier l'annonce du ministre. Quand on dit qu'il faut séparer la santé publique du politique, c'est un fait, il faut le faire. Pourquoi? Nous avons une très bonne présentation d'une spécialiste en sciences comportementales. Pourquoi on n'a pas impliqué ces chercheurs pour pouvoir avoir la bonne approche au Québec? Et c'est là où je ne suis pas d'accord sur la gestion caquiste de la pandémie. Monsieur Déragi, c'est facile d'analyser le match et jouer au coach au lendemain de la partie. Ça, c'est facile. Tout le monde ici est capable de faire ça. Je suis sûr que tout le monde le fait. Quand on est dans l'action, je peux vous dire que c'est autre chose. Moi, j'étais avec le premier ministre le 13 mars 2020, quand on a annoncé aux Québécois qu'on fermait les écoles, les garderies, puis qu'on fermait à toute fin pratique le Québec. Pensez-vous qu'on a fait ça pour être plus populaire dans un sondage? Pensez-vous qu'on a fait ça parce qu'électoralement, c'était payant? Pensez-vous qu'on s'est fait des amis chez les gens qui n'étaient pas d'accord avec les mesures sanitaires qu'on mettait en place? La réponse, c'est non. On le fait parce que lorsqu'on est élu, on doit avoir le sens de l'État, on doit prendre nos responsabilités, peu importe si ça nous rend populaire ou pas. Vous pouvez bien critiquer les gestes qu'on a posés ou qu'on n'a pas posés. Pourquoi vous avez refusé de on est là pour s'améliorer, on aura tiré des leçons de cette pandémie. Mais quand on regarde le bilan global, s'il y avait des mesures de santé publique, pourquoi vous avez refusé de les dévoiler? Je vous ai laissé parler pendant 1 minute 30 sans interruption. La surmortalité au Québec, parce qu'on peut bien calculer
ça de plein de façons. Et je trouve ça dommage de devoir me réfugier dans les statistiques. Mais à un moment donné, c'est pas vrai qu'on est des perdants au Québec et qu'on a fait moins bien qu'ailleurs. Le couvre-feu est une mesure scientifique. 3,7 Le couvre-feu, répondez à la question. Le couvre-feu est une mesure scientifique. Répondre, M. Lacombe. Il sait que j'ai raison. 3,7 de surmortalité au Québec, 4,7 au Canada, 16,8 aux États-Unis. Est-ce que la gestion de la pandémie a été parfaite? Non. Est-ce qu'on a fait mieux quand même qu'ailleurs dans le monde? La réponse, c'est oui. Est-ce qu'on va tirer des leçons de ce qui s'est passé? Tout à fait. Est-ce qu'il y avait un livre de règlement puis un manuel d'instruction? Entendre le député de Néligan, oui, mais la réponse, c'est non. Ces décisions-là, on devait les prendre au jour le jour. Puis même dans la communauté scientifique, quand on regarde les différentes directions régionales de santé publique, il pouvait y avoir des avis divergents, mais à la fin, notre rôle, c'est de prendre la meilleure décision possible, peu importe qu'elle soit populaire ou pas politiquement, pour protéger la vie du monde, puis on a réussi à le faire. Je vais maintenant élargir la discussion aux 3 autres candidats, M. Fauguin, Mme Étakil, mais d'abord Mme Zaga-Mendes. Merci. À Québec solidaire, on a la chance d'avoir 2 directeurs régionaux de santé publique qui sont joints à nous. Et la leçon qu'on retire de cette pandémie, c'est le fait qu'il faut que notre santé publique soit le plus indépendante possible. Et une des choses pourquoi cette indépendance est importante, au-delà de ce qu'on vient de vivre dans le passé, c'est qu'il ne faut pas que la confiance envers nos santé publiques, qui doit mener des décisions basées sur la science, cette confiance-là ne doit pas s'effriter. On ne doit pas remettre en doute aucune prise de décision de la santé publique. Et c'est pour ça que nous, on propose de séparer la santé publique du politique, c'est-à-dire que le directeur de la santé publique ne devrait pas être le sous-ministre, donc ne devrait pas être employé de l'État et avoir tout à fait cette indépendance. Puis, deuxièmement, avoir une transparence, avoir un accès aux avis de la santé publique. Et ça s'applique pour la pandémie, mais ça s'applique aussi pour des cas de contamination de l'air, comme on le vit à Rouyn-Noranda, Témiscamingue, pour comprendre l'impact de l'arsenic et l'impact du nickel, et même, je dirais, jusqu'à l'impact des changements climatiques, parce que c'est vers là qu'on s'en va comme société. Madame Étakil. Oui, je tiens déjà à mentionner que je suis en adéquation avec la plupart des propos de M. Deradji aujourd'hui. J'aurais jamais cru dire ça. Et moi, je ne vais pas mâcher mes mots ce soir. Je ne vais pas mâcher mes mots ce soir. Je vais vous dire pourquoi. Parce que dire que le bilan du Québec a été parmi les meilleurs au monde, il faut vraiment être déconnecté de la réalité, ce qui est archi faux. On est l'un des pires au monde. On a eu les mesures coercitives les plus intenses et avec vous parlez de surmortalité chez les aînés, exactement. Donc il y a une incohérence dans vos propos et donc c'est faux. On a eu un bilan catastrophique, un bilan aussi au niveau de l'économie. Il y a eu des impacts, des dommages collatéraux qui ont été produits par les mesures tenues par le gouvernement de la CAQ de façon unilatérale. Il y a eu que des votes par décret. La santé publique était dans la même cuisine que le gouvernement. Il n'y a eu aucune séparation. Et je suis aussi d'accord avec ce que Mme Mendes vient de dire, il faut qu'il y ait une indépendance totale de la santé publique pour que le public ait confiance en ces institutions scientifiques et qu'on ne remette pas systématiquement en question les prises de décision. Donc aujourd'hui, ce que nous, on propose, ce que le Parti conservateur propose, justement, en vue d'une crise sanitaire, c'est que 80% du Parlement, donc de tous les élus, soient d'accord avec une nouvelle gestion par décret ou de nouvelles mesures coercitives. Et je rejoins aussi M. Deradji, tout le monde au départ avait peur et tout le monde, je pense, avait accepté le premier lockdown. Donc on a tous été raisonnables, mais par la suite, on a vu une dérive démocratique et oui, totalitaire. M. Fauguin, là-dessus? Oui, je peux comprendre que le gouvernement nous disait qu'il était dans l'action puis qu'il va se réfugier derrière les chiffres, mais il ne faut pas oublier qu'au-delà du quantitatif, il y a aussi le qualitatif. Et nous, ce qu'on demandait au Parti québécois depuis le début, c'est plus de transparence et moins d'abus. Et on n'a eu ni l'un ni l'autre. Nous, on a été les premiers à demander une enquête publique indépendante pour comprendre, que tout le monde comprenne qu'est-ce qui s'est passé avec nos CHSLD, qu'est-ce qui s'est passé avec notre réseau de santé, pourquoi est-ce que certaines décisions ne semblaient pas en adéquation avec ce que nous demandaient les scientifiques. Pourquoi est-ce qu'il y a eu autant d'abus de mesures liberticides, mais aussi autant de contrats donnés sans appel d'offres? C'est plus de 6 milliards, si je ne me trompe pas, qui ont été octroyés. Et même avec la loi qui mettait fin à l'urgence sanitaire, le gouvernement se donnait encore le droit de continuer à avoir des contrats sans appel d'offres. Jusqu'au 31 décembre, c'est ça. Donc, c'est encore en vigueur en ce moment, c'est ça, exactement. Donc, nous, ce qu'on demande vraiment, c'est plus de transparence et moins d'abus de pouvoir, et c'est pas ça qu'on a eu.
En quelques secondes, j'aimerais vous entendre parce que je comprends que vous parlez de la gestion de la pandémie actuelle, mais on n'est pas à l'abri d'une autre crise, d'une autre pandémie, d'un autre virus, d'une autre bactérie. Puis on a été pris, il faut se le dire, il faut se dire les vraies affaires, on a été pris les culottes baissées, nos stocks de matériel de protection médicale étaient à sec, on n'avait pas de masque, on n'avait pas de liquide, on était mal préparés. Qu'est-ce que vous allez faire pour mieux nous préparer? Bien, je veux dire, on était mal préparés parce que nos institutions, notre service de santé a été délaissé pendant des années par tous les gouvernements qui ont précédé. On n'était même pas capable déjà de fournir les services, que ce soit dans la première ligne. Donc, quand une pandémie arrive, ce qu'on découvre, c'est toutes les failles qui sont là depuis le début. Et moi, j'ajouterais le fait une chose qu'on a appris collectivement, c'est l'état de nos CHSLD, comment on a traité nos aînés depuis des années qu'on parle. Le fait que le modèle de CHSLD privé, c'est pas par là qu'il faut y aller, et le fait qu'on a abandonné le financement des soins à domicile pour permettre aux personnes de s'isoler s'il faut, d'avoir les soins directement et de vieillir de façon digne. Moi, j'ai envie juste de rappeler quelque chose rapidement. Premièrement, par rapport au futur virus qui pourrait surgir, il faut toujours mesurer le degré de létalité. Au départ, on avait prévu de 5 à 7 % de létalité, ce qui est très fatal. Mais en réalité, le virus du COVID a eu une létalité à 0,4 % à son plus haut pic. Donc, il faut remettre tout ça en perspective et revenir aussi à comment améliorer réellement notre système de santé actuel. Nous, on a, dès le départ, par principe, offert un PPP, donc un partenariat privé-public, justement pour que l'hôpital soit conceptualisé d'une façon différente. On va vouloir des patients et on va voir le patient non comme une source de dépenses, mais de revenus. Et les hôpitaux vont s'arracher les patients, s'arracher les malades. Donc ça va permettre aux gens qui n'ont pas accès aux soins de les avoir. Parce qu'actuellement, je ne sais pas si vous fréquentez l'hôpital ou les CLSC, il y a plus de personnel administratif que de personnel hospitalier, ce qui est en réalité, c'est absurde et c'est scandaleux. Et c'est aussi pour ça qu'on n'a pas d'accès aux soins. Et dans le futur, il faudra ouvrir un petit peu son esprit et permettre justement à ce partenariat de voir le jour. M. Faugain, là-dessus, en terminant. Oui, donc qu'est-ce qu'on ferait différemment? On s'assurerait d'avoir un service de santé publique bien financé. Ce qui est arrivé avant la pandémie, il y a eu comme une période d'austérité que les gens semblent avoir oublié, au point où ils proposent encore des baisses de taxes et d'impôts avant une possible récession. Ce qu'il faut, c'est au contraire réinvestir dans nos services publics pour être prêt à un autre choc de ce type-là. Le prochain duo va opposer M. Faugain à Mme Zaga-Mendez. Et la question, elle est fort simple. Et je suis persuadé que vous avez été confronté dans un avenir assez rapproché à la difficulté peut-être d'accéder au système de santé. Bien des Québécois demeurent orphelins. Ils n'ont pas de médecin de famille ou encore tentent d'accéder à la première ligne. Et la question, au fond, est toute simple. Qu'est-ce que vous allez faire pour permettre aux Québécois d'avoir un médecin de famille, d'avoir accès plus rapidement à cette première ligne? Alors, d'abord, à vous la parole, M. Faugain. Merci. Donc, le Parti québécois, on a déposé notre plan santé depuis mai dernier. Donc, ça fait déjà un certain moment qu'il est disponible à tous pour le voir. Et essentiellement, ce qu'on veut faire, c'est investir l'argent au bon endroit pour passer d'un système qui est hospitalo-centriste, donc vraiment tourné autour de l'hôpital, à un réseau public de proximité pour s'assurer que les soins soient proches des gens et qu'ils soient facilement accessibles. Donc, on veut des CLSC qui sont ouverts 12 heures par jour parce qu'en ce moment, 60 % des gens qui vont à l'hôpital, c'est pour des urgences mineures qui pourraient être traitées localement. Et ces gens pourraient être accueillis par des infirmières praticiennes spécialisées. Là, ça devient un peu technique, mais l'idée, c'est qu'il y ait d'autres personnes, qu'il y ait des médecins qui peuvent nous accueillir, accompagnés de d'autres professionnels de la santé, parce que le plus important, c'est que les gens puissent être traités rapidement et qu'ils aillent au bon endroit, proche de chez eux, pour être traités. Mme Zaga-Mendez. Oui, bien sûr, c'est le financement du système de la santé que, comme je le disais tantôt, il a été délaissé depuis la fin des années 90, lorsqu'un gouvernement Bouchard il a dit qu'on s'allait vers le déficit zéro, puis qu'on a on a fait un départ à la retraite des milliers d'infirmières. Depuis là, on traîne une logique dans le système de santé d'austérité, des coupures. Donc, quand on parle de la première ligne, là, on a abandonné la base de notre système. Et c'est sûr que pour nous, ça, c'est la priorité, de faire en sorte que la porte d'entrée vers le système de santé, elle est très, très claire. Elle passe par des services de proximité, par notre CLSC, mais nous, on ajoute, il faut sortir aussi de la logique de tout au médecin.
c'est-à-dire de faire en sorte que d'autres professionnels de la santé puissent donner des soins. Parce que ce qui est important, ce n'est pas la personne qui nous le donne, mais de recevoir le bon soin au bon moment. Et on a ajouté aussi dans notre stratégie la ligne 8 en 1, qu'il y a plusieurs d'entre nous, on a sûrement appelé pendant la pandémie. Mais ça doit être une ligne qui nous connecte directement avec une ressource le lendemain, au lieu de se retrouver encore une fois aux urgences. Et tout ça, c'est une façon très simple d'utiliser des outils qui sont déjà en place, qu'on a juste besoin de les financer puis de ramener des travailleurs et des travailleuses et sortir de la logique du privé. Parce que si le privé marcherait, on le saurait déjà. M. Faugan, là-dessus? Oui, bon, on va être bien d'accord qu'il ne faut pas plus de privé. Au contraire, il faut réinvestir dans nos services publics. Mais une autre idée aussi qu'il faut mettre de l'avant, c'est que rendre le système de santé aussi plus accessible aux gens. Si les gens ne peuvent pas se rendre, il faut que la santé se rende à eux. Et c'est pour ça que nous, au Parti québécois, on a déjà annoncé qu'on allait tripler l'offre de soins à domicile. Donc, c'est 3 milliards de dollars par année de manière récurrente pour s'assurer que les gens aient accès aux soins lorsqu'ils n'ont pas l'accessibilité nécessaire et aussi pour pouvoir garder nos aînés chez eux plus longtemps. Pour ceux et celles qui ont des parents ou des grands-parents qui sont assez âgés, bien, c'est qu'est-ce qu'ils nous demandent. Ils veulent rester chez eux plus longtemps. C'est leur milieu de vie depuis des années et des années. Et je me vois mal comment on voudrait envoyer nos aînés dans des maisons des aînés qui sont finalement un coût très élevé en termes d'infrastructure, mais qui finalement désorientent nos aînés. Puis j'ajouterais en fait une des choses qu'on voit, puis on en parlait tantôt lors le préambule, c'est le besoin d'élargir la couverture de nos soins. Quand on parle de soins de santé, on parle des fois juste du corps, mais la tête fait partie du corps. Fait que d'avoir plus d'accès aux soins de santé mentale. Et également, nous, on prône, puis on continue la bataille pour avoir une assurance dentaire publique et universelle. Mais pas plus de privé. Mais pas plus de privé. Pour nous, c'est très clair. Ni de votre côté, M. Faugan. Non plus, c'est sûr. On est les seuls qui veulent vraiment aucune base de taxes et d'impôts pour réinvestir dans les services publics. Mais au-delà de ça, un troisième point qu'on n'a pas touché aussi, c'est de bien traiter notre monde dans le réseau public. En ce moment, là, il y a eu la pénurie de main-d'œuvre dans le réseau public aussi. Elle est traitée parce qu'il y a eu beaucoup de pression sur eux pendant la pandémie, mais même avant. Il faudrait mettre fin au temps supplémentaire obligatoire. Il faudrait mettre fin aux agences de placement privé. Il y a plusieurs actions concrètes qu'il faudrait mettre en place pour prendre soin de notre monde dans le réseau pour éviter cette pénurie-là. On va élargir la discussion aux trois autres candidats. On a glissé un mot sur la place du privé. M. Lacombe, d'abord, à vous la parole. Vous allez tenter, si vous êtes réélu au pouvoir, la Coalition Avenir Québec, tenter de faire une petite incursion dans le privé. Bien, on pense que dans le contexte actuel, effectivement, le privé peut être appelé en renfort pour jouer un plus grand rôle. Maintenant, qu'est-ce que ça veut dire concrètement pour le Québécois ou la Québécoise qui veut obtenir un soin? Dans le cas qu'on propose, une clinique à Montréal, une clinique à Québec, où les gens pourraient aller avec leur carte Soleil obtenir un service qui serait gratuit pour eux. Et on pense que c'est une bonne stratégie. En même temps, on est pragmatique. On a démontré dans plein de secteurs, par exemple avec les maternelles 4 ans ou encore avec les CPE, on est prêt à dire que le gouvernement, dans beaucoup de secteurs, doit jouer un grand rôle, doit continuer à le faire aussi en santé. Mais là, je pense qu'on est devant l'évidence qu'on a besoin d'aide. Et nous, on est prêt à tendre la main, effectivement, au secteur privé. On a un plan ambitieux avec Christian Dubé. Et encore une fois, je pense qu'on manquera de temps pour que je vous le détaille. Mais je suis content. Je suis quand même content d'entendre ma collègue de Québec solidaire, mon collègue du Parti québécois, j'entendrai tantôt ma collègue du Parti conservateur, dire qu'on doit sortir aussi de l'idée où il y a seulement le médecin qui peut nous offrir un service. Si l'infirmière peut le faire, nous, on le fait dans plein de secteurs, les pharmaciens, par exemple, les hygiénistes dentaires, mais il faut la bonne personne pour donner le bon soin, et nous, c'est ce qu'on veut faire, entre autres, avec la plateforme Votre Santé. Je sais que le Parti libéral n'est pas d'accord avec ça, mais je pense qu'il se dégage un consensus. Aucun problème. Et vous savez pourquoi je suis contre ce que mon collègue vient de dire. Reculons en 2018. Le premier ministre, pour charmer les Québécois, qu'est-ce qu'il disait? Un médecin de famille pour tous les Québécois. Je vais vous donner un chiffre. Combien de patients québécois étaient sur la liste d'attente en 2018? 400 000. Maintenant, au moment où ils veulent quitter le pouvoir, 1 million de patients. Combien ont un médecin de famille, mon chef? Combien ont un médecin de famille? Cette donnée-là est intéressante, tu devrais la donner aussi. Je peux juste terminer. Et c'est très important parce que j'étais là dans les débats, j'étais là dans le projet de loi 11, j'étais là dans le projet de loi sur la première ligne. Si ce gouvernement voulait agir sur la première ligne, il aurait dû agir sur le décloisonnement des professions, permettre à d'autres professionnels d'agir. Maintenant, quand on dit aux Québécois, dites-le à quelqu'un qui souffre d'une maladie chronique,
que tu n'as pas besoin d'un médecin de famille pour t'accompagner. Dites-le maintenant à un Québécois maintenant qui doit aller via un lien pour avoir une rencontre avec un médecin. Et s'il a 2 bobos, il n'a pas le droit de faire une rencontre de bobo, il doit revenir une deuxième fois. Nous, là, c'est pas ce qu'on dit. Pourquoi? Je veux juste préciser une chose. J'ai pas terminé. Parce que vous prenez tout le temps. Pourquoi on est différent de la CAQ? Pourquoi on est différent de la CAQ? Agir au niveau de la première ligne, c'est urgent. Et il faut agir au niveau de la première ligne. Et je vais simplement, juste avant d'aller à vous, M. Lacombe, je sais que vous êtes interpellé, mais je veux que Mme Etaké ait son droit de parole. Oui, il y a beaucoup de passion et avec raison. Donc, premièrement, je tiens à dire qu'il y a une fraude entourant le modèle québécois, comme quoi on paye pour des services. C'est un mensonge évident. Et j'entendais aussi Mme Mendès dire que le privé n'a jamais fait ses preuves, ce qui est archi faux. Nous avons la Suisse, les Pays-Bas, que Mme le professeur a mentionné tout à l'heure, la Suède, les pays scandinaves et l'Allemagne. Le partenariat privé-public est une solution non temporaire parce qu'on a besoin d'aide en ce moment pour ensuite dire gentiment au privé de prendre la route. Mais nous voulons un partenariat privé-public visant à élever tout le monde vers le haut. Parce qu'avec l'intégration du privé, le public sera forcé d'améliorer ses services et verra le patient comme étant un client. On est déjà vu comme des clients, de toute façon, beaucoup moins comme des patients. Et M. Deradji a dit oui, on peut aller dans une clinique se faire uniquement soigner pour 1 bobo et non 2, et ce qui est totalement ridicule lorsqu'on parle de la médecine qui est une vocation. Donc nous, aujourd'hui aussi, nous voulons intégrer la pratique mixte. Je vous explique rapidement, c'est qu'aujourd'hui, un médecin qui choisit de pratiquer au privé ne peut pas pratiquer au public et inversement. Alors, si on veut plus de médecins, on devrait laisser les médecins pratiquer dans les 2 camps. Et non, ce n'est pas vrai que les médecins choisissent tous d'aller au privé, parce que si c'était le cas, ils le feraient tous. Au public, il y a beaucoup d'opportunités, notamment universitaires, et de faire de la recherche à haut niveau. Donc ce sont 2 systèmes qui peuvent coexister, 2 systèmes qui peuvent aussi améliorer un désengorgement de l'hôpital public. Nous avons aussi au Parti conservateur un projet d'implanter un hôpital privé, un projet pilote bien évidemment, un hôpital complètement privé. On verra le comportement à la fois des soignants, des patients, et on verra aussi les répercussions. Monsieur Lacombe? Je pense qu'on a un exemple éloquent du concept qu'on peut faire dire ce qu'on veut aux chiffres, puis qu'en politique, un bon clip, ça frappe toujours. Je comprends. Je pense que je ferais la même chose si, effectivement, je devais critiquer le gouvernement. Mais vous savez, la liste d'attente a ceci d'assez intéressant, que lorsque les gens sont tellement découragés qu'ils pensent que ça n'arriveront jamais, ils ne s'inscrivent pas à la liste d'attente. Là, on assistait à un mouvement de Québécois qui ont dit il se passe quelque chose, le gouvernement met en place des mesures, on va s'inscrire, et c'est le message qu'on leur a lancé. Donc oui, la liste d'attente a augmenté parce que les Québécois avant étaient tellement découragés qu'ils ne s'inscrivaient pas. La donnée qui est intéressante à regarder et qui est pour moi la plus importante, c'est combien de Québécois avaient un médecin de famille quand on est arrivé? 6 394 000. Combien en ont maintenant qu'on quitte en 2022? 6 654 000. C'est un bond de 260 000. Donc, à la fin, il y a plus de Québécois qui ont un médecin de famille. Maintenant, il faut continuer le travail. Et nous, contrairement au Parti libéral, on veut sortir de cette idée où le médecin, le docteur, c'est le seul qui peut offrir un service. On veut mettre à profit les pharmaciens, les hygiénistes dentaires dans d'autres domaines, on l'a montré, mais surtout les infirmières aussi. Puis nous, on pense que c'est la meilleure stratégie. Là-dessus, M. Deradji? C'est très simple. Poser la question à la salle, combien de personnes ont un médecin de famille, et monsieur le ministre va avoir sa réponse. Je fais du porte-à-porte. Les gens souffrent. Il y a des gens avec des maladies chroniques qui n'arrivent pas à renouveler leur médication. Donc, au lieu de dire que le portrait il est parfait et que vous avez tout réussi à faire, ce n'est pas vrai. Il y a un vrai problème au niveau de la première ligne. Je termine avec le secteur privé. Il y avait un projet pilote au niveau des chirurgies. Aujourd'hui, il y a 157 000 Québécois qui attendent des chirurgies. Il y a 857 personnes qui attendent pour des chirurgies oncologiques. Il faut agir. Et il y avait des projets pilotes avec des cliniques privées, Rockland, Laval et 1030. Le gouvernement n'a pas cru bon de les poursuivre. Et ils font des actes où ça ne coûte rien pour le contribuable québécois. Oui, ça a été très ciblé, mais on peut diminuer la pression qu'on a sur le réseau public en permettant à des Québécois qui souffrent maintenant, qui sont en attente d'une chirurgie, d'aller la faire au niveau du secteur privé. Et le mot de la fin ira à la candidate conservatrice, Sabrina. Bien sûr, et je tiens juste à dire, pour ne pas faire peur aux gens avec le mot privé qui rime avec profit, j'ai envie de vous faire une petite métaphore. Voyez à ce moment-là un parallèle avec les compagnies automobiles. Voyez le patient comme une voiture accidentée, l'hôpital comme le garage,
Et l'assureur, comme la RAMQ, un assureur privé. En réalité, tout le monde aura des soins, tout le monde sera pris en charge. De toute façon, l'universalité est indiscutable et non négociable. Donc le privé ne veut pas dire éradiquer l'universalité et de laisser comme certaines personnes et certains chroniqueurs s'amusent à dire les pauvres dans la rue et les riches se feront soigner. Donc ayez cette ouverture d'esprit. Vous êtes étudiant, vous êtes curieux, faites cette recherche et vous verrez qu'en réalité, le projet du Parti conservateur vise à la prospérité et à la santé de tous. Voilà. Eh bien, je tiens à vous remercier, vous cinq, d'avoir participé à ce débat dans le respect. Je pense que je ne suis pas le seul à avoir une profonde admiration pour mes concitoyens qui osent mettre leur visage sur une pancarte, défendre leurs idées et tenter de gagner la confiance des Québécois. Je vous remercie, vous, d'avoir été là pour partager vos idées. Je vous remercie, que ce soit via les médias sociaux ou encore ici même à la Bibliothèque nationale, d'avoir pris part à ce débat. Je tiens à remercier les 3 professeurs de l'UQAM qui étaient là et qui ont pu éclairer également nos débats. Une salutation toute spéciale et un remerciement aux membres du comité organisateur de l'UQAM, à ceux qui ont participé à l'organisation chez TVA. Et à noter que si vous avez manqué des extraits, vous voulez revoir certains échanges parmi les plus corsés, uqam.tv sera votre destination dans quelques jours. Le débat sera là en reprise et vous pourrez même le télécharger pour le mettre dans vos archives personnelles. Alors, le 3 octobre prochain, c'est vous qui allez faire votre choix et contribuer dans une certaine mesure à façonner le Québec de demain. C'est un acte important qui est celui de voter et j'espère que le débat de ce soir vous aura éclairé. Je vous dis bonne fin de soirée à tous. Merci encore une fois et on se retrouve au TVA Nouvelles de 22h. Merci.